Amis téléspectateurs du journal télévisé de droits humains, bienvenue à toutes et à tous à cet entretien que nous accordons à M. Sylvestre Pakabomba Mukenge. Nous allons parler de la justice transitionnelle. Amis téléspectateurs, la RDC compte aujourd'hui plus de 5 millions de victimes, 5 millions de morts dues aux différentes guerres qu'ont connues la RDC. Pour penser à ces plaies, pour bander ces blessures, pour pouvoir réparer tous ces dommages causés ça et là, l'on parle de la justice transitionnelle. Vous avez peut-être certainement déjà entendu parler de justice transitionnelle. Quels sont les mécanismes de sa mise en œuvre pour un résultat escompté, pour atteindre l'objectif visé? Autant de questions que nous allons aborder au cours de ces quelques minutes avec Sylvestre Pakabomba Mukenge, qui est activiste de droits de l'homme. Bonjour, monsieur Sylvestre Pakabomba. Bonjour Chantal, je vous... D'accord. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation. Je crois que je vous ai bien présenté. Bien sûr, vous m'avez bien présenté. C'est la deuxième fois que je passe dans le journal télévisé des droits de l'homme. Mais j'aimerais peut-être préciser que vous m'invitez en tant que... Je suis d'abord votre ami, d'une certaine manière, on a fait des études ensemble, mais c'est en tant qu'expert sur les questions de justice transitionnelle que vous avez bien voulu m'aborder. Je suis fonctionnaire international, officier des droits de l'homme à la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique. Je coordonne l'unité chargée de la justice transitionnelle et de l'appui aux institutions. Donc vous êtes très bien placé pour nous parler de la justice transitionnelle. Pour une personne qui nous suit, qui vient de nous prendre juste là, qui entend ce terme justice transitionnelle, que doit-elle comprendre? On doit comprendre quoi, retenir quoi concrètement par la justice transitionnelle? On parle d'abord de justice transitionnelle quand on est dans une situation donnée, un contexte qui comprend d'un côté l'existence d'un passé tumultueux, l'existence d'un passé fait de violations des droits de l'homme, des discriminations ou de toutes sortes de conflits. Et nous sommes dans le présent, on recherche à résoudre ce passé par d'autres moyens, parce que l'État n'est pas en capacité de régler ce passif avec les institutions existantes de justice. Je donne un exemple. Vous parlez de 5 millions de morts. Quel est le juge qui va s'occuper de ces 5 millions de morts? Vous connaissez les procédures en matière judiciaire. Donc il y aura nécessairement des laissés pour compte, si on suit la procédure judiciaire normale. Alors, au-delà de cette procédure judiciaire normale, il faut rechercher d'autres moyens pour trouver les causes de ces 5 millions de morts et faire en sorte que les gens qui se sont divisés et qui ont conduit à ces morts puissent revivre dans le futur parce qu'ils sont obligés de vivre ensemble. Donc la justice transitionnelle, c'est le passage d'une société qui a connu des violations des droits de l'homme à une société future apaisée, mais en mettant en place un certain nombre de mécanismes dans le présent qui permettent de résoudre tous ces problèmes. Si on était dans une situation normale, la justice à elle seule s'occuperait de ces cas. Mais comme vous voyez, la justice n'est pas capable. Même si on avait toute la volonté du monde, on ne serait pas capable de faire 5 millions de procès en RDC. Alors, il faut trouver des moyens de régler ce passif, de restaurer les victimes, de leur apporter la justice sans nécessairement passer par les moyens traditionnels de la justice ordinaire ou de la justice pénale. Et donc, il faut mettre en place un certain nombre de mécanismes qui répondent à 4 objectifs. Et ce sont ces mécanismes qui constituent la justice transitionnelle. Le mot transitionnel, c'est simplement un passage. Puisqu'on est du passé tumultueux vers le futur radieux. On est dans le présent, il faut faire ce passage. Donc, c'est quelque chose de temporaire. Ce n'est pas quelque chose de permanent. C'est pourquoi les mécanismes dont on va parler, c'est des mécanismes qui sont mis en place dans une situation donnée, à une période donnée, pour atteindre un objectif bien fixe. Mais est-ce que la RDC dispose déjà de ce cadre pour la mise en exécution de cette justice transitionnelle? On est déjà capable de pouvoir organiser cela? On entend dans l'entretemps, on est en train d'entendre les bruits, des bottes de guerre, ça et là. Est-ce qu'il faut déjà procéder à la justice transitionnelle tant que
on a encore des bottes de guerre dans certains coins du pays. On ne va pas repartir à la case de départ. Voilà. La justice transitionnelle, on peut ne pas être prêt à la mettre en œuvre, mais c'est une nécessité. En RDC. Le fait qu'on soit encore en période de conflit n'empêche pas qu'on prenne des mesures pour d'autres conflits qui se sont soit éteints ou même pour les conflits qui sont en cours, pour savoir pourquoi on est dans ces conflits. Puisque j'ai parlé ici, on va en parler. Les mécanismes de justice transitionnelle répondent à 4 objectifs. On va partir objectif par objectif pour que vous puissiez comprendre que peut-être qu'on a déjà entamé certaines procédures, peut-être qu'on ne les a pas bien entamées. Ensuite, on doit entamer d'autres procédures, peut-être qu'on n'a pas encore bien envisagé par quels moyens les faire, mais la justice transitionnelle reste une nécessité parce que nous avons un passé tumultueux et nous avons besoin de vivre en harmonie dans le futur. Est-ce que ça va nécessiter que la RDC puisse avoir du soutien d'autres États, par exemple la communauté internationale ou d'autres États pour la mise en œuvre de cette justice? Bien sûr qu'on a toujours besoin de ceux qui ont eu l'expérience ailleurs. La justice transitionnelle, avec tous les mécanismes qu'elle comprend, il y a des États qui sont passés par là et qui ont eu des résultats probants. Nous pouvons toujours recourir à leur expérience. Ensuite, il y a des questions des moyens, puisque pour mettre en œuvre les mécanismes de justice transitionnelle, on a excessivement besoin des moyens. Et ces moyens-là ne peuvent pas provenir nécessairement du budget national. Maître Sylvestre, lorsqu'on parle de pouvoir penser à un passé tumultueux, comme vous êtes en train de le dire, ça équivaudrait à dire qu'on va finalement oublier toutes les atrocités et essayer de pouvoir regarder un adversaire d'hier, le regarder, ou soit c'est l'effacement des crimes, l'effacement des actes commis, donc on ne parlera plus d'infraction, même si on pourra tomber sur l'auteur du crime, on peut identifier l'auteur du crime. C'est à cela que ça donne. Non, pas du tout. Est-ce que vous vous mettez en place de ces personnes qui ont vécu ces atrocités, qui ont en face d'elles des auteurs de ces crimes, et puis vous leur dites non, on amène la justice transitionnelle? Est-ce que cette population, ces victimes, sont prêtes et est-ce qu'elles vont comprendre qu'il faut par moment oublier le passé? Juste par des simples phrases, justice transitionnelle. Vous savez, c'est une vision tronquée de la justice transitionnelle. Beaucoup de gens ont cette vision que la justice transitionnelle, c'est la justice du pardon. La justice transitionnelle prend l'option ou l'orientation que l'État qui veut la mettre en œuvre donne. J'ai parlé des 4 piliers. J'espère que peut-être c'est le moment d'en parler. La justice transitionnelle vise 4 objectifs. Le premier objectif, c'est la vérité. La recherche de vérité. Il faut rétablir la vérité sur ce qui s'est passé. Et pour rétablir la vérité sur ce qui s'est passé, il faut recourir aux causes. Il faut recourir à ce qui a divisé les communautés. Nous avons connu des guerres entre tribus ici. Il y a eu des déplacements des populations suite aux conflits tribaux. Nous avons connu des assassinats politiques, comme celui de Lumumba en 1961. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas la vérité. Qui a assassiné Lumumba et pour quelle raison? Si on se pose la question de savoir quelles sont les causes du mal politique congolais aujourd'hui, on peut remonter à l'époque de Lumumba. Alors si on recherche la vérité sur la mort de Lumumba, on est en plein mécanisme de justice transitionnelle. Parce que le premier objectif, c'est celui de rechercher la vérité sur les faits qui ont divisé le pays et qui ont fait que le pays vive la situation qu'il a aujourd'hui. Et ça nécessite ce qu'on appelle le droit de savoir ou le devoir de mémoire. Même les livres d'histoire peuvent s'inspirer des travaux qui peuvent être faits par l'organe qui sera mis en place pour la recherche des vérités. Ça, c'est le premier objectif qu'un mécanisme de justice transitionnelle peut faire. Et là, la plupart des États ont choisi de mettre en place des mécanismes genre établissement des faits ou commission vérité et réconciliation. L'objectif, c'est de rechercher les causes du mal afin que demain, ces causes ne puissent pas revenir. Devoir de mémoire et recherche des vérités. Le deuxième objectif que pourrait poursuivre un mécanisme de justice transitionnelle, c'est la justice. Pour les crimes les plus graves, vous n'allez pas demander aux victimes de laisser
Même si les victimes laissées, la communauté internationale à travers le droit a déjà conçu des principes comme l'imprescriptibilité des crimes, l'objectif de poursuivre ou juger, d'aider out iudere, juger ou transférer. Ça, ce sont des principes qui ont permis, par exemple, la mise en place de la CPI, qui va poursuivre les auteurs des crimes les plus graves, même si ces crimes ont été amnistiés par ailleurs, puisque ces principes ne valent pas. La justice reste le principe pour les auteurs des crimes les plus graves, parce qu'ils sont imprescriptibles, ils sont inamnistiables. Et de ce point de vue, il faut renforcer les mécanismes judiciaires, il faut renforcer la justice pénale, mais il faut mettre en place aussi, et vous avez entendu en RDC, on est en train de parler d'un tribunal spécial. C'est l'objectif de suivre la justice, qui est le deuxième objectif de la justice transitionnelle. Et ça sera pour les crimes les plus graves parce que, comme vous comprenez dans les passés tumultueux, il y a eu des petits crimes, des grands crimes qui ont fait tout un ensemble. Il y a ceux qui sont prescrits, ceux qui ne le sont pas. On ne va pas poursuivre tout ça. Et c'est comme ça que vous avez remarqué que la justice pénale internationale ou la justice spéciale, quand elle est mise en place, elle concerne un certain nombre de crimes et pas tous. Et pour ça, c'est la justice comme objectif. Le troisième objectif, puisque les mécanismes de justice transitionnelle sont mis en place, c'est pour restaurer les victimes. C'est là qu'on parle de la réparation. Vous savez qu'en matière de réparation, à part les réparations d'ordre judiciaire qui proviennent du fait qu'une personne a saisi la justice et que la justice a condamné la personne, qui est la première forme de réparation, la condamnation de l'auteur. La deuxième forme de réparation, c'est les indemnisations ou les dommages-intérêts parce qu'on s'est porté partie civile. Mais il y a plusieurs crimes qui ne peuvent pas passer par cette voie. On a tué 50 000 personnes, on a tué 1 million de personnes, on a déplacé 50 000 personnes du Katanga au Kasaï, on a tué des gens dans les fosses communes au Kasaï, on a tué les gens à l'Est, Lendou et Emma se sont battus. Qui va payer pour les victimes? Il faut que l'État mette en place alors des mécanismes de réparation. Dans certains pays, on a mis en place ce qu'on appelle les fonds fiduciaires de réparation. Quand vous allez à la CPI, pour les victimes, il y a ce qu'on appelle les fonds d'indemnisation des victimes. L'objectif qu'on poursuit, c'est de faire en sorte que les victimes, même quand elles n'ont pas reçu la réparation sous la forme judiciaire, mais que leur plaie soit pensée, soit par la punition des coupables, soit par la réhabilitation des hôpitaux, soit par la création des services d'accès gratuit. Il y a tout un tas de mécanismes qui peuvent être mis en place pour permettre aux victimes d'être restaurées, d'être indemnisées, de trouver réparation. Le quatrième objectif qui poursuit la justice transitionnelle, on appelle ça les réformes institutionnelles. On appelle ça aussi garantie de non-répétition. Si nous parlons du passé tumultueux et d'un futur radieux, ça veut dire que nous poursuivons un objectif. Que ce qui s'est passé dans le passé ne se répète plus. Et donc l'État doit mettre en place un certain nombre de réformes pour résoudre les problèmes. J'ai parlé dans les premiers objectifs, recherche de vérité. Si vous avez trouvé la vérité sur les causes des conflits tribaux, par exemple entre Katangé et Kasaïen, entre Lendou et Emma, Ayumbi, tout ce qui s'est passé, si vous trouvez les raisons qui ont poussé les gens à se séparer, travaillez sur ça. S'il faut mettre en place des commissions de cohésion sociale, s'il faut faire des restaurations, que les gens se rendent visite pour aller résoudre les problèmes, ou s'il faut mettre en place des réformes qui interdisent le tribalisme, qui interdisent... C'est ça, les garanties de non-répétition. Les militaires qui ont commis des crimes graves, qui se retrouvent encore dans l'armée, demain ils vont commettre les mêmes crimes devant les mêmes victimes. Il faut faire une réforme pour permettre à ces militaires de ne plus accéder à l'armée. Comme ça, ça ne va plus se répéter. Voilà un peu garantie de non-répétition. C'est toutes les réformes qu'on met en place pour permettre aux gens de ne plus commettre les mêmes types de crimes et aux victimes de trouver restauration. Sylvestre Pakabomba, vous avez parlé de la restauration des victimes. Par restauration des victimes, vous parlez des indemnités et tout ça. Comment arriver à identifier au jour d'aujourd'hui des victimes qui sont éparpillées ça et là? Comment on arrive à pouvoir les identifier, les quantifier pour pouvoir procéder à cette réparation? Est-ce possible de les retrouver? Certaines sont déjà mortes, il faut retrouver leur famille. Ne pensez-vous pas que c'est vraiment une histoire de dormir debout, de faire dormir le gens? On va passer à la justice transitionnelle. C'est carrément pour faire dormir le gens quand même. Il y a de ces personnes qui ont perdu les membres de leur famille les plus chers. Et aujourd'hui vous dites non, on va pouvoir passer à la réparation. Mais difficile de les identifier. Donc c'est quelque chose qui va prendre du temps. Est-ce que
en termes de la mise en œuvre ou du temps pour la mise en œuvre de cette justice transitionnelle, je pense que ça peut même se prescrire, si je peux me permettre ces termes. Oui, mais Chantal, c'est tout à fait normal votre question, mais c'est parce que vous la circonscrivez dans un certain type de réparation. Vous pensez que la famille de Lumumba n'a pas besoin de savoir pourquoi Lumumba était mort, même si c'est 60 ans après. Nous tous ici, nous passons même notre temps à dire pourquoi Lumumba est mort, pourquoi les Belges ont gardé ça dans je ne sais pas où. Vous pensez que les victimes qui sont la famille de Lumumba et le peuple congolais, ne fût-ce qu'en sachant pourquoi Lumumba est mort, ne peuvent pas trouver les raisons de penser cette plaie. Puisque la restauration n'est pas que pécuniaire, elle n'est pas que réparatrice en forme de compensation. Mais cette réparation risque encore d'aller créer autre problème. En fait, je répare un peu à l'autre objectif lorsque vous parlez de la recherche de la vérité. Voilà. Vous allez chercher une vérité pour pouvoir combler à une préoccupation, mais vous allez en créer une autre. C'est là le problème, parce que lorsque vous parvenez à découvrir la vérité, vous risquez finalement, tiens, bon, c'est vous qui avez tué les nôtres, donc ça reprend encore à zéro. Mieux vaut ne pas fouiner, comme pour ne pas paraphraser le président, mieux vaut ne pas fouiner dans le passé, et carrément on regarde, on tourne vers l'avant, carrément on oublie le passé. Même le bon Dieu a dit que vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. C'est biblique, hein? Je suis chrétien, je le réponds. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. La recherche de vérité ne vise pas à diaboliser qui que ce soit. Elle vise à trouver les causes profondes pour que ça ne se répète plus dans les futurs. Je vous ai parlé des garanties de non-répétition. Aujourd'hui, si vous savez pourquoi nos militaires au front, si on les accuse souvent de certaines violations des droits de l'homme, si vous comprenez pourquoi un militaire qui a porté le fanion national peut s'adonner à certains actes, si vous comprenez le pourquoi de son acte, au-delà d'aller les condamner pénalement, vous allez résoudre ces problèmes. Si c'est parce qu'ils sont mal payés, ou si c'est parce qu'ils sont en train de se venger de certaines affres qu'ils ont connues dans leur enfance, vous allez penser ça en mettant en œuvre une réforme qui permettra à la future armée de ne plus être impliquée dans ces violations. L'objectif n'est pas nécessairement d'aller fouiner pour diaboliser qui que ce soit, c'est de retrouver les causes profondes, d'y travailler et de mettre en place des réformes nécessaires à la vie future en harmonie. J'ai donné l'exemple juste de l'armée pour dire, on se pose des questions, mais qu'est-ce qui justifie que des militaires qui ont été formés par l'État puissent s'adonner à des actes de violation? Ils violent les femmes, puisque on accuse souvent certains de nos militaires d'avoir fait ça. Mais si vous ne connaissez pas la raison, même si au-delà du pénal, vous avez parlé de 50 millions, 5 millions de morts ou 8 millions, on en parle. Mais si vous ne savez même pas pourquoi on a tué les 8 millions, vous pensez que demain on n'aura pas 10 millions? C'est ça l'idée de la recherche de la vérité. Ce n'est pas nécessairement de répertorier le nombre de victimes pour en faire des statistiques. C'est de répertorier le nombre de victimes pour voir celles qui ont la capacité d'accéder aux réparations dont vous parlez et les réparations, elles prennent plusieurs formes. Elles peuvent être mémorielles, elles peuvent être symboliques. On peut créer des mémorials. Au Rwanda, on a tué 800 000 personnes. Il y a une sorte de mémorial où on a mis les crânes des morts. Si vous êtes de réparation passe aussi par cette forme-là. Oui, c'est une réparation sous forme mémorielle. Pourquoi? Quand vous passez par là, vous regardez ça. Vous rappelez de vos... Et vous dites plus jamais ça. Ok. Ça, c'est ce que la justice transitionnelle poursuit. Il faut conserver la mémoire, garder les archives et poursuivre les auteurs des crimes graves. Il faut les poursuivre. Poursuivre les auteurs des crimes graves, Sylvestre, il arrive que l'État est aussi indexé dans des graves violations de droits de l'homme. Il n'y a pas de problème. Commis. Comment l'État va pouvoir procéder aussi à indemniser les victimes quand on sait que lui-même, l'État, est auteur? Je vais vous donner un exemple d'une indemnisation qui n'est pas aussi sophistiquée que vous voulez laisser passer. Parce que chaque fois qu'on parle des réparations, les gens pensent à donner l'argent aux victimes, ainsi de suite. Non, il ne s'agit pas de ça.
Vous allez dans des villages. En fait, moi je travaille dans le maintien de la paix. Je sais que nous visitons certains villages qui ont été attaqués. On a brûlé le village. Parce qu'il y avait une guerre entre deux ethnies. On a brûlé un village. Vous parlez de quelle réparation qui va ramener les maisons et autres. Mais si les auteurs ne sont plus connus, puisque c'est deux communautés qui se sont battues, si ces mêmes personnes doivent revenir, puisqu'il ne faut pas empêcher les gens de revenir dans leur village, si ces mêmes personnes doivent revenir dans leur village, elles doivent cohabiter avec ceux qu'elles considèrent comme étant leurs bourreaux, parce que c'est deux communautés qui se battent. Vous pensez que l'État n'a pas l'obligation en tant que tel de reloger ces personnes au-delà, au sens de son droit ou bien de son obligation de protéger les droits de l'homme? Les personnes ont perdu leur maison à cause d'une situation d'insécurité que l'État n'a pas su résoudre. C'est sa responsabilité. Si elle doit restaurer, s'il doit restaurer ces personnes dans leurs droits, en leur permettant de rentrer en sécurité dans leur village. Par exemple, lorsque vous parlez de la justice, Sylvestre Pakabomba, le tribunal pénal pour la République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'il faut finalement pour que ce tribunal soit opérationnel? Parce que plus ça prend aussi du temps, c'est vrai. Certains crimes ont été prescrits, mais par le mécanisme de la justice transitionnelle, on peut arriver à repenser les plaies. Pensez-vous que c'est déjà le moment, ou quels sont les préalables pour que ce tribunal pénal pour la RDC soit finalement opérationnel? D'abord, pour mettre en place un tribunal pénal international, ceux qui ont été mis en place l'ont été par des résolutions du Conseil de sécurité. On parlait du Rwanda et celui de la Yougoslavie. Et pour ce qui s'agit du Cambodge ou de la Sierra Leone, c'était des questions concertées entre les Nations Unies et l'État en place. Ça nécessite d'abord des moyens. Ça nécessite aussi l'identification de la période pendant laquelle vous allez entreprendre les poursuites contre ces personnes. C'est pourquoi j'ai parlé de l'adhésion populaire. C'est-à-dire, ici aujourd'hui, quand vous posez la question aux Congolais, les Congolais ont soif de justice. Les mécanismes de justice transitionnelle qu'on mettra en place ne peuvent pas se passer de la justice pénale. Les crimes qui ont été commis en RDC sont assez graves pour que ça passe par les voies et même les crimes ont été... excusez-moi de vous couper la parole, quand on voit ces personnes qui ont été citées par moment dans la commission de ces actes, de ces atrocités, on le retrouve à la commande de certaines institutions clés de la République. C'est là que ça crée une cassure. Il n'y a plus de confiance lorsqu'on demande à la population d'adhérer. Mais comment cette population va adhérer lorsqu'elle sait que ces personnes qui ont été à la base de cette situation sont celles mêmes qui sont en train de nous diriger? Justement, et c'est pour cela que j'ai dit, en Centrafrique, je vais vous donner l'exemple de la République centrafricaine que je connais bien. En 2015, ils ont organisé à Bangui un forum qu'on appelle le forum de Bangui, dans lequel les populations ont été représentées à plusieurs niveaux par des ONG, par les membres de la société civile, par les chefs des villages et autres. Ils se sont entendus en disant, on met en place, pour ce qui concerne la justice transitionnelle, 3 mécanismes. Ils ont dit, amenez les gens qui doivent aller à la CPI à la CPI. Mettez en place un tribunal pénal spécial qui est composé de juges internationaux et nationaux. Et d'ailleurs, le procureur de ces tribunaux, c'est notre compatriote, le juge Muntazini, le procureur Muntazini. Oui. C'est un colonel, un général de l'armée congolaise. Ensuite, ils ont dit, mettez en place une commission vérité pour qu'on puisse savoir un peu pourquoi il y a trop de coups d'État en Centrafrique. Pourquoi chaque fois on retombe dans les mêmes travers. Et ensuite, ils ont dit, pas d'amnistie pour qui que ce soit. Il ne faut pas qu'il y ait des accords de paix qui permettent aux gens qui ont violé des droits de revenir en tant que dirigeants. Voilà la consultation préalable. Et donc, tous les mécanismes qui ont été mis en place, chaque fois qu'on cite qu'il y a un individu qui était auteur des violations les plus graves, s'il y a des preuves qui ont été impliquées, on doit l'écarter. Et c'est ça le principe. La justice transitionnelle n'est pas un exutoire, ce n'est pas un purgatoire ou je ne sais pas, une blanchisserie où on fait passer les méchants pour qu'ils deviennent des gentils et qui continuent à diriger. Pour une victime, voir
quelqu'un portait le fanion national parmi les gens qui ont violé dans le passé, c'est une double... C'est au-delà de l'insulte, c'est une double punition. Voilà pourquoi les mécanismes de justice transitionnelle doivent être pensés stratégiquement. On doit d'abord identifier quels sont les moyens qu'on mettrait en place pour la recherche des vérités, pour la justice, pour la réparation et pour les garanties de non-répétition. Et puis maintenant, suivre chacun de ces mécanismes avec acuité. Quels sont les acteurs clés qui doivent rentrer dans cette phase des décisions? D'abord, l'État avec ses institutions. Puisque les mécanismes de justice transitionnelle, ce sont des mécanismes, on dit state-driven, des mécanismes qui sont guidés par l'État. Il faut que l'État puisse prendre cette option. 2. L'État ne peut pas travailler sans les associations des victimes, sans les membres, sans les rapports des droits de l'homme qui ont été publiés par les Nations Unies, par toutes les institutions qui citent des gens. 3. L'État doit faire le bilan des poursuites judiciaires dans les cas de violations graves. Quel est le bilan aujourd'hui pour qu'on puisse penser à d'autres moyens alternatifs, mais qu'on puisse renforcer les mécanismes judiciaires pour que ceci ne se répète pas. Et après, il y a les moyens qu'il faut mobiliser. C'est là qu'on parle de la communauté internationale. Mais les Nations Unies ont une expertise dans ces domaines qui fait que les hauts commissariats aux droits de l'homme travaillent souvent avec les États qui veulent travailler et mettre en place des mécanismes de justice transitionnelle. Ici, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, qui travaille avec, à la MONUSCO, travaille étroitement avec l'État pour essayer peut-être de voir quels moyens peuvent être mis en œuvre pour que ces mécanismes soient bien pensés. On avait eu en 2003 ce qu'on appelle la commission Vérité et Réconciliation. Mais c'était une institution de plus. Oui. Juste parce qu'il fallait avoir des institutions où il fallait placer les gens. On ne sait pas quel est le rapport que cette commission a fait, on ne sait pas quelles recommandations elle a faites, on ne sait pas quelle enquête elle a conduite, ou quelle investigation. Oui, parce que il faut éviter aussi qu'il y ait que certains puissent être des donneurs de leçons, des injonctions. Est-ce que pensez-vous que dans les 2 ans qu'il nous reste ici du mandat du président Félix Tshisekedi, la RDC peut être en mesure de pouvoir mettre en place cette justice transitionnelle? C'est la volonté politique exprimée par le président Tshisekedi lui-même, il a parlé de justice transitionnelle. Maintenant, quelle forme celle-ci prendra, il faut que les gens se mettent au travail, qu'ils discutent. Mais le Congo a besoin des mécanismes de justice transitionnelle. On a cité ici le tribunal pénal international pour le Congo. C'est vrai qu'il faut un lobbying pour permettre déjà aux Nations Unies de prendre la décision à travers une résolution, mais il faut des moyens. On n'en a pas. Il faut les mobiliser par-ci, par-là. Et il faut identifier aussi quel sera le mandat de ce tribunal, parce que ça ne sera pas nécessairement une institution de plus qui va juger 2 ou 3 personnes après 10 ans. Il faut qu'on puisse penser à des mécanismes qui sont issus de nos propres traditions, de notre propre manière de voir les choses, et contextualiser ça au Congo. Parce que Rwanda, au-delà du tribunal pénal international, ils avaient mis en place une commission vérité et réconciliation. Ils ont mis en place les gachacha qui jugent les gens d'une manière différente de la justice ordinaire, mais pour aboutir à comprendre pourquoi il y a eu génocide dans le pays. Nous pouvons envisager des mécanismes. Et depuis lors, on parle au Rwanda, on parle de Centrafrique, la République centrafricaine. Donc après tous ces rencontres de commission, réconciliation, vérité, tout ça là, est-ce qu'il y a eu quand même un changement depuis lors? En Centrafrique, nous sommes à l'étape d'inception. On est en train de mettre en place ces institutions, mais on a suivi quand même un certain nombre de procédures qui fait qu'on a des mécanismes de vérité, on a des mécanismes de justice qui sont en place. Il y a une cour pénale spéciale et il y a la CPI qui continue son travail. On a renforcé aussi les sessions criminelles qui permettent aussi de prendre en charge certains cas. Et on est en train de chercher à mettre en place un fonds de réparation pour les victimes. Et il y a toutes les réformes qui sont en train d'être entreprises dans l'armée, dans les DDR, dans la cohésion sociale pour permettre aux gens de vivre ensemble. Parce qu'il y avait un petit problème parfois entre musulmans et chrétiens, on a mis en place les comités locaux de paix et de réconciliation. Ça, ce sont des mécanismes qui suivent une certaine forme et qui permettent de résoudre les problèmes sans tous les résoudre. La RDC peut faire la même chose. Elle peut faire la même chose. On ne manque pas de têtes pensantes. Mais il faut que ça soit quelque chose d'auto-centré. Il faut que ça soit tiré de la volonté populaire. Il ne faut pas que ça soit des mécanismes pour bluffer les gens. Parce qu'on a été experts un peu dans ces domaines.
Donc la République démocratique du Congo est à ce stade où il faut impérativement instaurer cette justice internationale. Vous l'avez compris, il faut suivre, ça passe par des mécanismes, vérité, recherche de la vérité, la justice, la réparation. 4 objectifs, je crois, vous n'allez pas oublier dorénavant. Lorsque vous entendez parler de justice transitionnelle, référez-vous à tout ce que Maître Sylvestre Pakabomba a eu à nous révéler au cours de cet entretien. Nous avons fini pour cet entretien de ce jour. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, partagez la vidéo et partagez également le lien qui sera disponible. Nous prenons rendez-vous avec vous pour le prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.